Je vous propose de commencer. Déjà, merci, merci de bien vouloir nous écouter et de la patience que vous pourrez avoir sur ces différentes interventions. Donc, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu en off, et puis avant que les dernières personnes nous rejoignent, aujourd'hui, nous sommes 3 intervenants. Ghislain Périssé, qui est directeur solutions d'assurance chez Fidelity. Valérie Bassong, qui, comme je vous l'ai dit, arrive très très bientôt et qui fait partie du groupe Willis Towers Watson et qui est directeur épargne entreprise et courtage. Et moi-même, Charles Darmon, donc consultant manager offre chez Seabird. Voilà, donc aujourd'hui, on vous propose de parler de quelques perspectives pour la retraite en France dans un monde incertain, enfin dans un monde en transition, pardon, comme l'indique le titre. Alors, je ne sais pas si je me hasarde à vous présenter et à vous rappeler l'actualité d'un tel sujet. Notamment après les élections à la fois présidentielles et législatives qui ont eu lieu il y a pas longtemps et qui, dans les débats de toute façon, portaient en leur sein donc les différentes, enfin, la réforme très attendue des retraites. Donc, ici, nous ne partirons pas dans différentes hypothèses sur ce que vont être, sur ce que pourraient être les différentes réformes. Nous, on va se contenter de brosser ce qui s'est passé récemment, notamment sur la loi Pacte, de voir quelles sont les organisations du marché qui en ont découlé, et les organisations également au niveau des produits. Et Ghislain, lui, nous parlera un petit peu plus de gestion d'actifs, en particulier sur les phases d'accumulation et les phases de liquidation en rente. Voilà. Donc, même si on ne part pas dans un rappel très brutal de l'actualité, je voulais quand même rappeler ici quelques chiffres du baromètre 2021 du Cercle des épargnants et Ipsos, que vous connaissez peut-être déjà. En vous citant quelques données. Donc, 78% des Français se disent inquiets pour l'avenir de leur système de retraite. Un actif sur 2, 49% exactement, se dit prêt à augmenter le montant de ses cotisations pour y remédier. 60% des actifs sont opposés au recul de l'âge de la retraite. À noter au passage que sur ce recul de l'âge de la retraite, 61% des personnes de plus de 60 ans n'exercent plus de plus de 61 ans, pardon. C'est 61% des personnes de plus de 61 ans n'exercent plus d'activité. Et ce taux passe à 73% à l'âge de 62 ans. Et enfin, 25% environ des actifs déclarent épargner régulièrement pour financer leur retraite. Merci Valérie, bonjour. On s'est permis de commencer, mais on a cité ton nom. Voilà, donc après le rappel de ces quelques chiffres, face au désengagement de l'État, la retraite supplémentaire et particulièrement la retraite en entreprise revêt une importance toute particulière, et c'est ce qu'on vous propose de brosser dans une première partie de l'intervention. Et dans une deuxième partie, elle sera davantage axée, comme je vous le disais à l'instant, sur la gestion d'actifs, peut-être un petit peu plus dynamique, via quelques propositions que nous fera Ghislain. Donc, là, vous connaissez tous cette pyramide par cœur, donc elle est très qualitative, avec en première partie de la base les régimes par répartition, et en deuxième partie les régimes facultatifs par capitalisation. Alors, c'est très qualitatif. Maintenant, si on replace, si on redonne quelques chiffres quand même, les régimes par répartition, donc c'est-à-dire les deux premiers socles, en termes de prestations, représentent à peu près 320 milliards d'euros chaque année, 315 pour la partie violette, c'est-à-dire les régimes de base obligatoires. Donc ici, on parle du régime général, hein, mais on pourrait parler aussi de la MSA ou du RSI, et les régimes complémentaires obligatoires, AGIRC, ARCO,
qui, bon an, mal an, verse environ entre 5 et 10 milliards d'euros aux assurés. La deuxième partie, les régimes facultatifs par capitalisation, représentent environ 2 milliards d'euros de prestations par an. Donc là déjà, on voit bien l'effet d'échelle. Et pour un encours en assurance d'à peu près 230 milliards d'euros. Donc si on fait un focus sur cette épargne retraite supplémentaire, au niveau des entreprises, ça représente à peu près 130 milliards d'euros d'encours, et au niveau des particuliers, à peu près 100 milliards. Donc 130 ici, et à peu près 100 milliards ici pour les particuliers. Ça, c'est le premier focus. Si on fait un deuxième focus sur le PER, le plan d'épargne retraite, donc à fin 2022, l'ensemble des PER représentait un encours de 36 milliards d'euros, qui se décomposait en deux parties. 29 milliards d'euros sur le PERIN, donc partie plus de versements volontaires et plus individuels, et 7 milliards d'euros pour les PER entreprises, avec environ 6,8 sur le PER obligatoire et 200 millions d'euros sur le PERECO. Alors, ça représente, ces 36 milliards d'euros, ça représente, sur le PER, ça représente une progression très très forte, un peu plus de x2 par rapport aux chiffres qu'on a enregistrés à fin avril 2021, chiffres de anciennement la FFA, Fédération Française des Assureurs. On était en avril 2021 à environ 17 milliards d'euros d'encours. On est passé à 36, donc un peu plus de x2. Le PERIN représentait environ 15 milliards d'euros. On est passé aujourd'hui à 30 à peu près, donc environ x2. Et le PER en entreprise, il a fait à peu près x3, puisqu'on était à un encours en 2021, fin avril, de 2 milliards d'euros. Voilà, donc ces premiers chiffres brossés et rappelés en quelque sorte. Pourquoi est-ce qu'on a essayé de réformer et pourquoi réformer le système de retraite? Alors là-dessus, plusieurs constats. Avant de vous parler de ce beau graphique avec les taux de remplacement, de façon un peu macroéconomique. Les Français ont aujourd'hui un niveau d'épargne qui avoisine les 5 000 milliards d'euros. Ce qui place la France parmi les pays les plus élevés en termes de niveau d'épargne en Europe. Et on a un taux d'épargne à 15%, on est en 5e position. Mais l'épargne retraite, par rapport à ces 5 000 milliards, l'épargne retraite reste très faible. On a un encours de 230 milliards, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on peut rapprocher d'un encours de l'assurance vie de 1 800 milliards, ce qui représente à peu près un PIB d'une année en France, et 400 milliards pour les livrets réglementés. Donc, comme vous le voyez, avec 230 milliards d'euros d'encours pour la retraite supplémentaire, on est quand même assez faible. Alors, pourquoi on avait... Alors, je parle au passé, volontairement, puisque ça c'était un constat qu'on pouvait faire avant la loi Pacte. On avait une offre de produits retraite qui était assez complexe. On avait une épargne qui était peu portable, en tout cas qui ne permettait pas toujours de garder son antériorité fiscale. Les modalités de sortie étaient relativement rigides, puisque les sorties en rente, en particulier sur les produits tunnels, étaient obligatoires. Et on avait des placements qui n'étaient pas toujours optimisés, en particulier assez peu investis en equity, ce qui était presque, j'allais dire, au cœur de la réforme de la loi Pacte. Alors, si on en vient maintenant à ces taux de remplacement, ça c'est aussi l'une des causes prégnante qui amène à réformer notre système. Donc, comme vous pouvez le percevoir, ça, ce sont des chiffres issus du rapport du COR, Conseil d'orientation des retraites, en 2019. Donc, les taux de remplacement sont amenés à diminuer au cours du temps, ça c'est ce que vous voyez en vertical, et ces taux de remplacement diminuent d'autant plus
que les salaires sont élevés et progressent en multiples du pass. Hein. Donc en transverse, on voit que pour un pass, on perdra à peu près 26 points de 2014 à 2044 pour un pass. En revanche, dès qu'on passe à des salaires beaucoup plus importants, notamment de 4 passes, on perdra 28 points de taux de remplacement. Alors ça, c'est dû, comme vous le savez, cet effet transverse, au salaire annuel moyen hein, qui est calculé dans la limite du pass, et ça limite très fortement les salaires très élevés. Et quand on rapporte la première pension au dernier salaire, quand on a des salaires très élevés, effectivement, on a des taux qui sont particulièrement bas. Autre point pour lesquels le système de retraite amène des réformes, c'est la complexité. La complexité, notre système de retraite actuel est constitué de 42 régimes, dont 15 régimes spéciaux. Et les réformes entreprises jusqu'à maintenant, depuis quelques décennies, ont toujours consisté à faire des réformes paramétriques, c'est-à-dire qu'on bougeait l'âge de la retraite, on bougeait les différentes modalités de calcul. Et la réforme de 2019 du gouvernement d'Édouard Philippe prévoyait, quant à elle, un système universel par points. Et comme vous le savez, cette réforme n'a pas vu le jour, puisque entre-temps, on a eu un petit épisode de 2 années avec un virus qui est passé par là et qui a atermoyé cette réforme. Autre point qui revient à chaque fois, hein, c'est le ratio cotisant-retraité qui diminue de façon continue et qui est passé de 2,02 en rapport cotisant-retraité en 2002 à 1,67, chiffre DRES, en 2020. Ensuite, la disparité des régimes et les exceptions, comme mentionné dans cette slide, les exceptions sont très nombreuses. Comme vous le savez, l'âge légal de la retraite, c'est 62 ans, mais il peut être inférieur à 60 ans pour certains régimes spéciaux. Il est de 50 ans et 8 mois, par exemple, pour les machinistes de la RATP. La durée de cotisation est également variable. Elle est de 43 annuités ou 172 trimestres pour le régime général. Elle est comprise entre 161 et 168 trimestres à la RATP. Pareil pour le revenu professionnel de référence. Il se base sur les 6 derniers mois pour les régimes spéciaux et les 25 meilleures années pour le régime général. Donc, toutes ces disparités conduisent effectivement à une réforme inéluctable. Et dans les différentes modifications, les différentes réformes auxquelles nous avons assisté, un point commun, c'est, comme on l'a dit en introduction, l'entreprise qui devient aujourd'hui un maillon essentiel des réformes réalisées et qui permettent d'orienter et de dynamiser l'épargne. Alors là, et je vais passer très brièvement, globalement, c'est la naissance du PER avec la loi Pacte, hein, donc vous connaissez très certainement par cœur ce schéma. Alors la loi Pacte, elle avait un souci de simplification et d'uniformisation, en particulier entre l'assurance retraite et l'épargne salariale, et elle a donné lieu à la création du plan d'épargne retraite. Donc ce plan d'épargne retraite, ça peut être un PERE impair dans l'entreprise avec un PER collectif facultatif, certains l'appellent PERECO, un PER obligatoire, certains l'appellent le PEREOB, voilà. Et puis, d'un autre côté, en dehors de l'entreprise, le PER individuel, autrement appelé également le PER1. Donc, tous ces PER, je dirais, ont une structure en commun, c'est une structure par compartiment.
Et cette structure par compartiment, elle vous est reproduite ici, avec un compartiment prenant en charge les cotisations obligatoires, un autre l'épargne salariale et un autre encore les versements volontaires. Chacun de ces compartiments a une fiscalité propre et des sorties qui peuvent être particulières, comme par exemple les cotisations obligatoires, qui seront nécessairement des sorties en rente. Alors, là-dessus, je pense que Valérie vous en parlera beaucoup plus. Avec la gestion pilotée, etc., on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Dernier point, et quelques chiffres encore, suite à une enquête retraite réalisée par Willis Towers Watson sur un panel interrogé entre 2020 et 2022. En termes de taux d'équipement, ce taux d'équipement est de 79% des sociétés qui possèdent au moins un dispositif de retraite avec un financement de l'entreprise. Donc le taux est d'autant plus important, et c'est ce que vous voyez ici dans le petit graphique du bas. Ce taux est d'autant plus important que les entreprises sont grandes. Pour les entreprises de plus de 1000 salariés, ce taux passe à 85%. Et 32% des entreprises disposent à la fois d'un PERCO et d'un PER, d'un PERE-PER. Sur la partie centrale, intitulée Fort intérêt des entreprises, donc 73% du panel considère que ce système, ces dispositifs sont un outil d'attractivité et de rétention des talents, et c'est d'autant plus vrai, et c'est particulièrement vrai dans les entreprises de grande taille également. Et enfin, dernier graphique, 25% des dispositifs ont été transformés en termes d'encours. Voilà, avec un besoin d'accompagnement et de pédagogie toujours présent de la part des entreprises. Alors, je vais passer la parole à Valérie, qui va nous brosser maintenant l'organisation du marché, comment le marché s'est transformé et comment, de façon un petit peu plus détaillée, quelle est la gestion proposée par les différents intervenants. Merci beaucoup, Charles. Alors, on parlait d'information tout à l'heure. Enfin, Charles a parlé d'information. Du besoin d'information des salariés, c'est d'autant plus vrai que les entreprises considèrent aujourd'hui la retraite comme faisant partie intégrante du package de rémunération. Donc, en fait, on a vraiment, et c'était le sens de la loi Pacte, c'est de faire converger les dispositifs à la fois d'épargne salariale et de retraite. Non pas que ce soit géré de la même façon, mais c'est des dispositifs qui se retrouvent dans un panier commun qui s'appelle l'épargne d'entreprise. Et les entreprises sont aujourd'hui demandeuses d'une approche convergente. C'est-à-dire qu'en fait, elles veulent réfléchir de manière transverse entre l'épargne salariale et l'épargne retraite. Parce que ça n'a aucun sens pour une entreprise, surtout pour les salariés, d'avoir à gérer d'un côté l'épargne retraite par un prestataire différent que celui qui est en charge de la partie épargne salariale. D'où ce qu'on a essayé de partager avec vous ici sur la tendance du marché. C'est vraiment le sens de cette deuxième partie de notre présentation, c'est de vous partager avec vous ce qu'on voit aujourd'hui, aussi bien de la part des acteurs au sens des providers, c'est les asset managers, c'est les teneurs de compte, c'est les assureurs, mais aussi bien le point de vue des salariés et des entreprises. Donc ce qu'on va partager là avec vous, c'est quelles sont les tendances sur le marché des principaux acteurs et comment les entreprises, de quoi ont besoin aujourd'hui les entreprises en termes de conseils. Donc on va mettre l'accent sur vraiment les principaux arbitrages que doivent faire les entreprises en termes de gestion de leurs dispositifs. Alors cette première partie, consolidation des plans d'épargne en entreprise, ça revient à ce que je disais. Aujourd'hui, ce que les entreprises souhaitent, c'est d'avoir une plateforme commune. C'est-à-dire qu'avant la loi Pacte, il y avait un gestionnaire de retraite qui était un assureur, AXA, le GAN, Société Générale ou autre, et il y avait un autre gestionnaire qui s'occupait de la partie épargne salariale, qui généralement c'est Amundi, c'est Natixis et autres. Donc ce qu'ils demandent aujourd'hui, non pas que ce soit exactement les mêmes gérants, mais au moins que sur la plateforme commune, qu'un salarié soit en mesure de se connecter, d'avoir une colonne qui lui parle de sa retraite et une colonne juste à côté de celle-là qui lui parle
son épargne salariale pour pouvoir piloter comme ça de manière plus fine les dispositifs d'épargne. Donc faciliter la portabilité, c'est évidemment l'un des objectifs de la loi Pacte, c'est retrouver à chaque fois le même schéma, la même architecture de produits avec les 3 compartiments que vient d'évoquer Charles, pour pouvoir suivre comme ça, d'une entreprise à l'autre, de pouvoir entre guillemets, d'avoir son sac à dos avec la totalité de son épargne. Donc ça simplifie évidemment la lisibilité pour les salariés qui, pour certains, ont du mal à se rappeler avoir disposé d'un dispositif de retraite dans leur vie passée. Donc c'est la vision simplifiée, c'est la transversalité des solutions d'investissement sur lesquelles Ghislain reviendra. L'objectif pour le salarié, dans le sens de la simplicité, c'est de retrouver des gestions financières qui ne sont pas identiques mais similaires entre la retraite et l'épargne salariale. Donc la première tendance, c'est la consolidation et c'est vraiment une demande forte des entreprises. Ensuite, comment s'organisent les acteurs de la place? Cette slide est plutôt sur les acteurs au sens les fournisseurs de services. Donc ce que je vous disais par rapport à la slide précédente, c'est les acteurs essayent de se regrouper parce qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas vrai avant, l'est devenu avec la loi Pacte, c'est-à-dire que les assureurs et les gestionnaires d'actifs sont habilités ou ont le droit ou la possibilité de proposer à la fois de la retraite et l'épargne salariale. Donc en fait, la cloison est tombée. Donc il n'y a plus de cloisonnement entre les deux. Ce qui évidemment a accéléré la convergence et les grandes consolidations, les grandes manœuvres au niveau du marché. On a vu des consolidations d'acteurs qui pour l'un, ne faisaient que de l'épargne salariale et par crainte de perdre une partie de son portefeuille, se retrouvent obligés à faire de la retraite. Et l'inverse est vrai. Donc aujourd'hui, on a AXA qui fait plus qu'avant de l'épargne salariale. On a le groupe Crédit Agricole qui fait plus de retraite, en tout cas en transverse. Donc ce qu'on a voulu partager ici avec vous, c'est comment est-ce que les grands acteurs se sont réorganisés. Et donc, en gros, il y a 3 tendances qu'on voit sur le marché. Alors, la première tendance, c'est évidemment l'approche intégrée. C'est les entreprises, c'est les groupes qui ont à leur sein à la fois les activités d'épargne salariale et les activités de retraite. Donc, c'est le cas, par exemple, d'Amundi, du Crédit Agricole, qui a en son sein Amundi qui s'occupe de l'épargne salariale et Predica qui s'occupe de la retraite. Donc, ça, c'est le premier groupe. C'est les entreprises, c'est les grands groupes qui se sont réorganisés pour merger les 2 types d'activités. Donc, dans cette catégorie-là, on retrouve AXA, qui fait de la retraite et l'épargne salariale. On retrouve BNP Paribas, Société Générale et le Crédit Agricole, je viens de l'évoquer. Alors, là-dedans, il y a quand même des subtilités. Ce n'est pas pour autant des activités complètement conjointes. Donc, il y en a qui ont créé des business units complètement dédiés à l'épargne, donc à la fois à la retraite et à l'épargne salariale, et d'autres, c'est le cas du Crédit Agricole, qui continue à avoir des activités, en tout cas des PNL complètement différents, entre Predica d'un côté et Amundi de l'autre. En fait, ils ont une plateforme commune. Pour autant, les activités restent gérées par entité juridique. Ensuite, il y a la deuxième catégorie, c'est les partenariats. Là-dedans, on retrouve un Natixis, par exemple, qui fait très très peu de retraite ou de manière marginale, et donc qui a entrepris de nouer des partenariats. Un sur les très grands comptes, avec Arial CNP. Donc c'est comme ça qu'ils répondent aujourd'hui aux appels d'offres qui... Juste au passage, 90% des appels d'offres, je parle pour mon entreprise, concernent à la fois la retraite et l'épargne salariale. Il y a de moins en moins d'appels d'offres retraite uniquement ou épargne salariale uniquement. Donc en fait, c'est vraiment une approche groupée qu'on voit de plus en plus sur le marché. Et donc Natixis a noué un partenariat avec Arial CNP sur les grands comptes. HSBC récemment a noué un accord avec AXA pour proposer les produits à la fois de la retraite et l'épargne salariale. Et Natixis, alors autant le partenariat avec Arial est exclusif, autant celui avec Swiss Life, là on parle vraiment du middle market, c'est pour le bas de segment, pardon. Et donc en fait c'est un partenariat d'opportunité, c'est pas du tout, Natixis pourrait travailler avec un autre acteur, donc ils ont fait le choix de lancer une offre avec Swiss Life sur la partie intermédiaire. Et ensuite, la troisième catégorie, c'est la délégation. Alors, c'est des nouveaux acteurs qui sont apparus sur le marché suite à la loi Pacte, notamment Epsor, peut-être que certains d'entre vous connaissent. En fait, c'est des solutions de délégation. C'est-à-dire que vous avez un prestataire qui propose une plateforme et ensuite, il délègue la partie assurantielle, c'est le cas d'Epsor, la partie assurantielle à la Société Générale, à qui il loue les services, notamment le back-office. Et sur la partie asset management, ils mettent en place des partenariats avec les grandes maisons de gestion de la place qui leur fournissent des fonds. Donc les fonds qui seront proposés dans le cadre de leur offre. Donc en fait, en propre, ils ne sont fournisseurs de rien en réalité. Alors, RS, c'est un petit peu différent parce que c'est une maison de gestion, c'est un multigérant, mais la logique est un petit peu la même. Donc l'idée, c'est vraiment, encore une fois, d'essayer de diminuer des coûts en déléguant une partie de son activité à des tiers. Donc voilà, aujourd'hui sur le marché, alors, la quatrième catégorie, je mettrais plutôt Epsens et CMCIC, c'est ceux qui continuent à chercher
Donc là-dedans, Epsens, c'est le groupe Humanis, c'est Malakoff. Donc on sait qu'il y a de grandes manœuvres avec le rapprochement récent, peut-être que vous le savez, avec Siena Gestion. Donc les deux se sont rapprochés pour essayer de mettre en place une offre de qualité pour aller chercher les Amundi, les BNP. Donc voilà, aujourd'hui, grosso modo, comment se comportent les grands acteurs du marché. Donc c'est vraiment une logique de partenariat et d'intégration. Alors, du point de vue de l'entreprise aujourd'hui, ce qu'on a essayé de montrer là, c'est sur quoi les entreprises doivent se décider pour optimiser leur dispositif. Qu'est-ce qu'elles nous demandent en priorité? Généralement, la première décision, c'est quelle enveloppe. Donc, selon que c'est géré, selon que le dispositif est géré par un assureur ou par un teneur de compte, c'est évidemment pas la même enveloppe. Donc, en gros, l'idée, c'est d'accompagner l'entreprise, d'analyser sa situation propre et évidemment les offres qui lui sont faites pour l'aider à orienter son offre soit en assurantiel, soit en compte titre. La différence, elle est d'une part, évidemment, l'assurantiel, c'est géré par un assureur, par définition. Le compte titre, c'est géré généralement par des teneurs de compte type Amundi, type Natixis. La différence, c'est la principale différence, c'est le fonds en euros que l'on retrouve dans la solution assurantielle, que l'on ne retrouve pas dans le compte titre. A contrario, en général, les frais sont moindres sur le compte titre. Donc, en fait, tout l'exercice va constituer pour nous, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, donc tout ce qui est marqué là, vous le voyez sur l'écran, mais sachez que l'exercice-là consiste à évaluer la force du fonds en euros versus les frais. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est étudier l'impact des frais. Évidemment, sur la partie compte titre, ce qu'on a comme fonds par défaut, c'est le fonds monétaire. Donc c'est de dire aux salariés, si vous aviez le fonds en euros à la place du fonds monétaire, évidemment, vous auriez plus de frais à payer, mais vous auriez des rendements qui seraient meilleurs. Donc l'idée, c'est de faire cet exercice-là, de faire ce comparatif pour les aider à prendre des décisions. Donc ça, c'est le premier choix, c'est l'enveloppe fiscale. Le deuxième porte sur... C'est la slide d'après, ça, Charles. Le deuxième porte sur le produit. Alors, Charles nous a présenté les trois compartiments. Évidemment, le C1 pour les versements volontaires, le C2 pour tout ce qui est issu de l'épargne salariale et le C3 pour ce qui est issu de l'article 83, si on peut l'appeler comme ça. La quatrième possibilité, c'est d'avoir un dispositif qui soit unique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises se disent... Historiquement, j'avais au sein de mon entreprise un dispositif article 83 qu'on a transformé en pair obligatoire. J'avais un PERCO qui a été transformé en PERCOL. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde les deux dispositifs séparément ou alors je mets en place un seul et unique dispositif qui est le pair unique? La différence par rapport des deux dispositifs, c'est que dans un cas, vous prenez le pair obligatoire, il y a quelques compartiments qui sont fermés au versement de l'année. C'est-à-dire que si je prends le pair collectif par exemple, les versements issus de ce qu'on appelait historiquement l'article 83 ne sont pas autorisés. C'est simplement des transferts. De la même façon, si on prend le pair obligatoire, tout ce qui est issu de l'épargne salariale, sauf certaines conditions, ne sera pas ouvert. Et donc le pair unique a l'avantage de permettre de faire des versements de manière complètement décloisonnée sur les trois compartiments. Et donc l'entreprise, ce qu'elle nous demandait, c'est faites-moi des recommandations qui me permettent d'aller sur une solution plutôt que l'autre. Comme ça, intuitivement, on dirait le pair unique, c'est plus simple. Simplement, il y a des entreprises qui considèrent que diversifier leurs avoirs avec des dispositifs complètement séparés, ça permet de séparer les choses. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, le marché n'est pas prêt sur le pair unique. C'est le pair unique, les premiers ont été mis en place il y a 1 an, avec des succès mitigés pour ceux d'entre vous qui connaissent le marché. Donc vraiment, prudence sur le pair unique. On attend, enfin en tout cas nous, dans notre cabinet, on attend d'avoir un petit peu plus de retour marché là-dessus avant de se lancer. Ça ne veut pas dire du tout qu'il y en a qui ne le font pas bien. C'est simplement qu'aujourd'hui, le marché n'est pas suffisamment mature de notre point de vue là-dessus pour se positionner sur le pair unique. Et bien la troisième raison, c'est la dernière sur laquelle je vais revenir. On parle de lisibilité, mais plus fondamentalement, il y a des entreprises qui ont beaucoup de pairs obligatoires catégoriels. Et donc, c'est le pair obligatoire catégoriel, ça veut dire que ça concerne une partie des salariés, notamment des cadres, et pas le reste de la population. Et donc, ce que font les entreprises en général, c'est de se dire, moi, je préfère séparer les deux, comme ça, enfin, je garde la muraille de Chine, le pair obligatoire qui concerne qu'une partie de la population sera géré séparément du reste. Donc, en fait, c'est toutes ces choses-là qu'il faut processer pour arriver à faire des recommandations. Donc, le deuxième point d'arbitrage pour l'entreprise, c'est le choix du produit. Ensuite, la question qui est posée souvent, c'est quel type de gestion, notamment, on sait qu'avec la loi Pacte, la gestion pilotée devient la gestion par défaut. C'est comment est-ce que je choisis la gestion que je mets en place. Évidemment, vous savez qu'historiquement, il y avait quelques acteurs, gros acteurs de la place, c'est le cas de BNP, c'est le cas de vraiment quasiment tous, faisaient ce qu'on appelle les fonds générationnels. Les fonds générationnels, c'est des fonds structurés avec
avec des paliers de 5 ans de désensibilisation pour adapter le niveau de risque à l'horizon de départ du salarié. Donc en fait, la différence entre les deux, entre ce que vous voyez là, le fonds générationnel d'un côté et l'Agricop Composite de l'autre, c'est que dans un cas, tout est fait au sein du même fonds, avec quelquefois plusieurs fonds d'ailleurs, dans lequel les arbitrages se font automatiquement. Dans l'autre, on fait un assemblage de fonds dans le cadre d'une allocation qui est pilotée, c'est la fameuse gestion par horizon, gestion pilotée, dans lequel la désensibilisation se fait. En gros, on diminue le niveau de risque au fur et à mesure que le salarié s'approche de la retraite. Donc l'idée dans l'arbitrage, dans la tête du décisionnaire au sein de l'entreprise, c'est sur quel type de solution je dois aller. Parce qu'aujourd'hui, on a des acteurs qui proposent des deux. Donc il faut l'accompagner sur les avantages et inconvénients de chacune des deux solutions pour aider l'entreprise à se positionner de manière efficace et optimale pour l'épargne de ses salariés. Donc voilà, le troisième choix sur la gestion pilotée, qui est quand même assez importante. Et ça me permet de faire une transition très rapide sur la slide d'après, c'est pour toi, Ghislain, je te passe la parole ensuite. En fait, ce qu'on a essayé d'illustrer là, c'est historiquement, vous savez que c'était, non pas que ce soit réglementairement le cas, mais historiquement, la gestion par défaut était la gestion sur le fonds en euros. La transition s'est faite avec le PER obligatoire. On est passé de la gestion en euros comme gestion par défaut à la gestion pilotée. Donc ce que cette slide vous montre, c'est l'intérêt, en tout cas quand on regarde aujourd'hui les principales offres qu'on étudie chez nous, des principaux assureurs. Ce qu'on a mis là, c'est ce que représente sur une carrière entière. Évidemment, on parle de 41 annuités ou 41,5. Ce que ça représenterait, 2 points d'écart de rendement. Donc en fait, on parle de 50%. Donc la gestion financière est vraiment le cœur aujourd'hui de l'optimisation des dispositifs de retraite pour les salariés. D'où l'intérêt de la présentation de Ghislain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, hop, les chaises musicales, on passe à la grille composite. Alors, là, on a comparé le fonds en euros, effectivement, à un investissement piloté. On a vu toute la partie passive. La partie active est beaucoup plus importante. Et tout à l'heure, on discutait, il y a des pays qui ont des cultures financières. Je disais, par exemple, en Angleterre, chaque enfant, quand il naît, il reçoit 100 pounds. Et qui, à partir du primaire, collège, lycée, on apprend à investir dans des fonds pour sa retraite. Vous voyez la notion. Et à 18 ans, il a le droit d'utiliser. Voilà. Donc, vous voyez une vision d'éducation qui commence. Et ça va très, très loin. Et alors... Il y a une première partie qui est toujours très importante. Moi, je suis vraiment à l'actif. C'est la gestion financière et comprendre la dynamique des marchés financiers, quelque chose qui est très important. Parce que quand on est au passif, voilà, on a plein de solutions fiscales, structurées, etc. Mais il faut quand même se mettre dans le contexte de la réalité économique, de la réalité financière. Là, il y a beaucoup de possibilités d'innover en accumulation et en liquidation aussi. Et aussi, il y a un trou qui est structurel à la France, qui est très intéressant à voir, c'est qu'on voit la retraite comme une date de changement dans la vie, où il faut absolument atterrir sur la retraite, et après on part sur autre chose. Enfin, ça, c'est un truc qui est d'un point de vue risque, si je reprends l'expression de M. Kessler ce matin, enfin, on est juste en train de faire perdre peut-être un tiers d'épargne aux clients, à tous les retraités français, rien qu'en leur disant à la retraite, va falloir atterrir, alors que derrière, les gens en moyenne vont vivre 23-24 ans de plus. Voilà. Donc je me permettrai d'évoquer ce point-là, parce que dans beaucoup d'autres pays, même en Europe continentale, ce point il est traité dans l'approche vision globale de la retraite. Alors un monde qui change. Alors on nous parle d'ESG, souvent. Moi je trouve dans ESG, déjà, c'est les risques. Alors on nous parle de risques climatiques, ça arrive déjà. Les conflits, il n'y en a pas loin. Et on a eu le Covid. Donc finalement, on a eu la mondialisation des marchés financiers, on a eu la mondialisation des risques. Et comme vous le voyez tous, on le voit, il y a beaucoup d'inflation qui était déjà présente l'année dernière. Il y a une disruption complète de toutes les supply chains dans tous les domaines qui fait que l'inflation était intrinsèque à cet arrêt. On repart. Voilà, dans des pays comme la France, où le système social fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de licenciements, il n'y a pas eu beaucoup d'effets, mais les effets de supply chain dans les pays qui ne sont pas comme la France sont énormes. Donc en gros, 90% des pays du monde, il y a eu le Covid, on licencie. Voilà. Alors, je travaille pour une société américano-anglaise. Allez à Londres, aujourd'hui vous attendez 5 heures dans vos avions parce qu'il manque de personnel dans les aéroports. Enfin, c'est des exemples simples. En France, qu'on ne connaît pas parce qu'il y a un matelas social. Mais 95% même de l'économie mondiale aujourd'hui, il y a des effets de supply chain parce que tout le monde a été licencié.
et il manque. Voilà, en France, on entend dans la restauration, mais dans les autres pays du monde, il faut avoir conscience que c'est partout. Enfin, c'est assez surprenant, hein, mais on le voit bien. Et on a un début de démondialisation à plein de niveaux. Ça, vous le voyez bien, il y a une démondialisation déjà. Bon, quand vous allez en Asie, où j'étais il n'y a pas longtemps, ils voient l'Europe comme un truc post-colonial qui vient de leur parler de l'Ukraine. Quand ils ont eu des centaines de milliers de morts, moi, j'étais au Moyen-Orient, on me dit bon, il y a 500 000 morts en Irak, il n'y a jamais personne qui a pleuré là. J'ai un assureur chinois qui me dit je ne veux plus investir dans les pays qui donnent des sanctions à la Russie. Enfin, on est dans un pays, les gens ne se rendent pas compte qu'on est dans un îlot. Et c'est intéressant à comprendre, ça veut dire où c'est que derrière on peut investir, comment on gère dans ce monde nouveau. Là, j'ai mis plusieurs types de scénarios, et tous les mois, nos équipes d'économistes regardent ces scénarios au niveau mondial. Voilà. Entre hier et aujourd'hui, déjà, ce qu'on appelle l'atterrissage difficile s'est amplifié. Enfin, on est dans un scénario dans lequel l'inflation est hyper importante. Ce n'est pas de l'inflation court terme. Il y en a qui se disent que ça va durer 1 an, le temps que les supply chains, etc. Ça donne vraiment dans une inflation qui est plutôt structurelle, parce que les 2 années de Covid, quand même, ont changé beaucoup de choses. Ça peut, voilà, vous l'avez vu certainement en France qu'on n'avait pas de masque, mais dans plein de pays, il manquait des choses. Partout, dans plein de pays, il y avait des éléments qui manquaient. En France, on a de l'énergie, on a de la nourriture, mais même dans d'autres pays d'Europe occidentale, ce n'est pas le cas. Donc on est dans un système, on a une disruption massive, on est plus qu'un certain en transition, il y a des disruptions qu'on n'arrive pas à mesurer, il y a des zones qui favorisent l'augmentation des taux, comme aux États-Unis la Fed, pour essayer de suivre l'inflation, pour essayer d'arrêter. Voilà, quand vous avez une inflation en Europe, alors en France on est bas, mais vous avez des pays quand même comme la Suède, les Pays-Baltes, qui sont à 14% d'inflation en 3 mois. Enfin, c'est-à-dire, quelque chose vous achetez 100 euros, là il est à 114 euros. Il faut avoir une notion. En France, c'est assez mineur. Enfin, si vous allez en province et que vous prenez votre voiture pour rouler, vous en rendrez compte sur le prix du plein à la pompe. C'est juste énorme. Imaginez quelqu'un au SMIC, avant son plein, il était à 60 euros de diesel. Là, à 2,30 euros, il est à 90 euros. Enfin, c'est passé d'un 50 à 2,20. Enfin, c'est juste énorme. Voilà. Donc, on est dans un système d'atterrissage difficile qui est partout, où on ne mesure pas exactement ce que ça va donner. Cette probabilité de 35%, même chez nous, elle est passée plutôt à 50-60%. Voilà. Il y avait des scénarios, on se disait, on peut avoir un loft landing, on peut avoir peut-être quelque chose qui repart. Voilà. Aujourd'hui, finalement, on ne sait pas. Voilà. On est dans un système où les choses bougent et ça ne se mesure pas. Les 2 derniers jours, j'étais à une conférence d'assureurs allemands. Ils sont en train de rallumer leur centrale charbon. C'est impressionnant. Non, mais c'est impressionnant. Il y a des trucs, qu'on appelle ça, de production d'électricité de charbon qui étaient éteints depuis des années, qui sont rallumés. Enfin, on parle de réduction carbone, là. Il faut se dire juste, on est dans quelque chose il y a plein d'illogismes. On est dans un système de contradiction. L'Europe, c'est 18% du carbone international. La Chine, c'est 24%. Ils augmentent de 10% par an leur pollution. Ils ouvrent une usine de production d'électricité à partir de charbon tous les 2 jours. Voilà. Donc, voilà, on est un système assez disruptif. Donc, d'un point de vue financier, c'est assez compliqué. Je pourrais rentrer dans le détail de ce que font un peu, je vois tous les assureurs faire au niveau européen asiatique. C'est des comportements très différenciés. Voilà, aujourd'hui, les zones refuges pour des assureurs dans le monde entier, ils vont plutôt investir dans la dette asiatique, voilà, la dette d'Amérique du Sud, la dette américaine, bien sûr. Et voilà, l'Europe est perçue comme une zone un peu trouble, comme nous, quand on regardait l'Asie de loin, tiens, il y a eu un tsunami au Japon, c'est une zone difficile, il ne faut pas investir là. Aujourd'hui, le biais, quand on sort de l'Europe, est tourné comme ça. Voilà. Donc, dans l'inflation, comment on se protège de l'inflation? En ce moment, il y a beaucoup de gens, je vois qu'il y a des assureurs qui, hors de la France, achètent beaucoup d'immobilier. Il y en a qui reviennent sur des actions, mais de pays assez loin des zones de troubles. Il ne faut pas le prendre, hein, mais quand je parle à un risk manager d'Afrique du Sud ou d'un assureur d'Afrique du Sud auquel j'ai parlé pas longtemps, un Australien, enfin, ils préfèrent investir en Asie qu'en Europe. Ils ne savent pas ce qui se passe là. Voilà, donc c'est ça les notions de perception. Donc voilà, on est dans un monde assez incertain et en même temps, vous avez des durations qui font que vous devez investir à long terme. Et en même temps, quand on fait des retraites à 30-40 ans, c'est quoi les tendances, où c'est qu'il faut aller Alors, on a nos 2 fameuses phases, la phase d'accumulation et la phase de liquidation. Ce qui est très intéressant,
c'est de voir quand même en France cette notion de l'âge de la retraite, alors qu'elle soit à 60, 62, 65, pas rentrer comme tu disais dans les politiquement où on va être, mais il y a une vision de mur, voilà, il faut arriver, il faut dérisquer quand on arrive sur la retraite, et après on a une phase de liquidation. On a l'impression que c'est deux mondes différents. Et alors, il y a cette notion-là. Ici, j'ai pas mis des années de retraite, j'ai mis des années, vous voyez, on va jusqu'à une période de dérisking. Et c'est juste pour partager des éléments culturels. En France, on dit c'est la retraite, on va dérisquer peut-être les quelques années avant la retraite. Voilà. Dans un fonds de pension anglais, le dérisking, il va commencer plutôt sur la phase autour de 70-75 ans. Ils ont une phase qui s'appelle la retraite active, de 80 à 84 ans, 83 ans. Voilà. Il y a des pays comme la Suède, où ils considèrent qu'au-delà de 75 ans, alors si vous n'avez pas vu la gestion du Covid par la Suède, eux, ils ont une notion qu'après 75 ans, il ne faut pas faire d'acharnement thérapeutique. Donc ils ont une vision du monde où il ne faut pas surprotéger les personnes les plus âgées par rapport au reste de la population. Et donc eux, et voilà, il faut atterrir sur un point dérisqué à 75 ans. C'est voilà. Donc il y a vraiment des traits culturels qu'on voit un peu partout qui sont intéressants. Puis il y a cette fameuse trajectoire d'atterrissage qu'on voit aussi bien sur les grilles que sur les fonds Ratchet, cette fameuse trajectoire de convergence sur ce qu'on va trouver dans les différents pays. Si je me mets en France et que je me dis que je suis à 60 ans, à 60 ans, j'ai plus d'exposition action, quoi. Voilà. Si je me mets à 75 ans, donc 15 ans avant, regardez où je suis 15 ans avant, 15 ans avant, j'ai 50% d'actions. Voilà. Sachant que les actions, quand même, il paraît qu'il y a une prime de risque, et c'est démontré quand même, sur 15 ans, vous pouvez doubler votre portefeuille. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, en France, on peut se dire que si je dis que c'est à 60 ans que je dois atterrir, potentiellement, j'enlève quand même pas mal de performances. Ça peut être des actifs réels, ça peut être de l'immobilier, ça peut être plein de choses de ce type. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important de se dire, cette année zéro, là, à la fin, elle est où? Elle se positionne comment? Je voulais prendre l'exemple, alors je sais que c'est quelque chose qui est passé un peu de mode, mais c'est toujours intéressant de voir tous ces fonds justement générationnels, ces fonds target. À l'intérieur, comme dans une grille, il y a de la location. Plus le monde est là en transition, plus la location stratégique, elle va changer. Enfin, avant, peut-être il y a une époque, on l'a changé que toutes les années, tous les 5 ans, tous les 10 ans. Maintenant, on est obligé un petit peu plus de s'adapter. Il y a quand même les crises qui tombent les unes après les autres. On a l'impression que la fréquence des crises augmente. Moi j'ai autour de la cinquantaine, j'ai vu ma première crise en 98, je pense qu'il y en a peut-être de mon âge ou un peu plus âgé ici. On a vu les crises, elles étaient un peu plus distantes quand même, ou elles étaient de nature, on a eu des crises financières. Jusqu'à 2008, on a eu vraiment des crises financières, des crises des liquidités, des choses comme ça. Et là, on a eu vraiment des crises qui sont plus financières. Ouais, c'est des crises non financières qui ont un impact financier. Donc des années d'allocation, il faut comprendre comment on va gérer ça et gérer ce type d'investissement. Et il me semble souvent que dans beaucoup de ALM, par exemple, il y a quelques années, on ne mettait pas d'inflation à l'intérieur dans les modèles d'ALM. Vous avez le taux, vous avez les actions, etc. Enfin, il y a des primes des liquidités, etc., sont assez peu présentes dans les modèles. Il y a tous ces aimants-là qui sont rajoutés. Regardez ce que détenait un assureur dans les années 20-30. Je suis sûr que vous êtes certains chez des assureurs qui existent à l'époque, il y avait 50% d'immobilier. Enfin, vous serez surpris ce que vous trouvez, vous regarderez, vous verrez les cycles. Voilà, là on est en post-Covid, comme on était en post-grippe espagnole dans les années 20, avec une euphorie bancaire. Enfin, à chaque fois, il y a des choses comme ça. Ce qu'on appelle actifs et liquides aujourd'hui, avant c'était les actifs normaux d'un assureur. C'est assez intéressant. Ça, c'est pour voir la notion des performances que peuvent réaliser sur des longues périodes. Parce que dans tous les modèles, on est sur des primes de risque. On a toujours du mal à estimer le futur. Mais ce métier d'allocation, on le voit sur des longues périodes. Et on voit que plus on est long, moins on est volatile, et plus les rendements actualisés sont quand même intéressants et importants. Et ça, c'est une autre notion des horizons. Parce qu'on va avoir une notion des durations, on va avoir une notion du mur des 60 ans, mais la notion de la performance sur le long terme est quelque chose qui est moins propre à la culture française, parce que dans la fameuse pyramide que tu décrivais, comme il n'y a que 200 ou 150 ou 200 milliards dans les retraites, on n'a pas ce recul. Voilà. Après, les assureurs, à force de gérer à 8, 9, 10 ans, ils n'ont pas la notion de gérer à 20, 30, 40 ans.
Il y a une différence, vous allez voir, avec d'autres pays. Si vous regardez dans les pays anglo-saxons, ce qui est très amusant, il y a les actuaires du monde de l'assurance et les actuaires du monde de la retraite. C'est vraiment deux familles que vous retrouverez. En Allemagne, c'est pareil. En Allemagne, les fonds de pension pour les corporates existent depuis assez longtemps. Vous avez les deux catégories, et avec même des formations des actuaires où il y a énormément de finances, de gestion d'actifs, de compréhension, de vision long terme. Pour revenir à mon premier point, se dire, tiens, si on considérait tout, au lieu de s'arrêter à 60-65 ans, ça c'était des sondages qu'on fait. Alors Fidelity, c'est un acteur qui gère énormément de retraites aux États-Unis, qui fait l'équivalent de ce que vous faites en France. Hein, en France, on propose la gestion d'actifs, mais on n'est pas un gestionnaire. Aux États-Unis, on a 35 millions de clients en fonds de pension. On fait la retraite, par exemple, de tous les salariés de Google, IBM, etc. etc. Et on gère à peu près 35 millions. En Allemagne et en Angleterre aussi, on est un gros acteur de ce côté-là, où vraiment on va jusqu'au client final. Et ça, c'est la tolérance au risque qu'on a estimée sur l'ensemble des surveys qu'on fait annuellement auprès des clients. On essaie d'estimer comment ça bouge pour structurer. Alors là, c'est la moyenne générale, mais je n'ai pas mis de slide là-dessus, mais c'est intéressant de voir selon les cultures comment ça bouge. Et vous voyez que la tolérance au risque est assez importante, c'est-à-dire qu'à 60 ans, avoir 30-40% d'actions, ce ne serait pas quelque chose d'inimaginable. Voilà. Donc on peut se dire, nous en France, là, quand on commence à dérisquer vers 50-55 ans et que les gens ne sont plus en action, on est en train de perdre quand même un potentiel qui est peut-être plus que les 50% que tu décrivais tout à l'heure, parce qu'on est période de 10-15 ans. Voilà. Alors à 60-65 ans, est-ce qu'on va re-risquer? C'est la question. Mais voilà, il y a des actifs dans la culture française, on dit aller vers le fonds en euros. Peut-être là, il y a des questions à se poser. Je veux dire, il y a de l'innovation dans la décumulation à réfléchir. C'est-à-dire, tiens, voilà, hop, j'ai effectivement telle somme d'argent que je récupère quand je pars à la retraite. Il y a toute une approche de liquidation qui devrait se rapprocher de cette approche-là, où il y a un intérêt pour le client au final, pour le retraité actif. Il y a un intérêt pour vos différentes maisons en termes de produits, en termes de frais, en termes d'intérêt, enfin général, quoi. Et même pour les pouvoirs publics. Quand j'en parlais tout à l'heure à quelques personnes là, qui étaient de Bercy, en disant regardez ces types de systèmes-là, puisque on voit quand même qu'il y a un potentiel aussi pour venir investir dans l'économie, etc. Parce que à 60 ans, qui dans sa famille n'a pas quelqu'un à 60 ans qui a déménagé, qui a acheté un bien immobilier? Enfin, il y a une notion de perception quand même qu'on va vivre 20-25 ans. Voilà. Ça, c'est des questions que je veux mettre en avant. Et ça, c'est un type de produit, d'allocation, vous voyez. Donc, mais on ne s'est pas arrêté. On s'est pas arrêté. Ça, c'est un corporate dans lequel il y a des abonnements assez conséquents. Et l'âge moyen de départ de retraite de ce corporate, c'est 55 ans. Voilà. C'est amusant, mais bon, c'est un gros corporate international. Mais parce que les gens estiment à un moment donné, en voyant leur système, qu'ils auront assez. Et puis effectivement, comme ils ont eu beaucoup plus d'actions voilà, et que sur des grandes tendances de long terme, ça a apporté un excess return qui est super conséquent, qui est très important. Et là, on voit dans ce qu'ils font pour leurs retraités que la proportion quand même de cash, même à 85-90 ans, vous voyez, c'est 20-25%. Il y a encore 10% d'actions. Il y a encore des global ag. Ça veut dire quand même c'est du crédit. Vous voyez, c'est du crédit qui va payer 3-4%. Ce n'est pas le contrat euro à 1,5%. Donc il y a quand même une notion comme ça qui est assez importante. Je vais vous donner un truc qui est très simple. Imaginez à 60 ans, vous avez 100 000 euros. Bon, 100 000 euros sur un contrat à 1 euro, c'est 1 000 euros par an. Allez. 100 000 euros sur une action totale, même si ce n'est pas très ESG, j'en sais rien, c'est 7% de dividendes par an, c'est 500 euros par mois. Enfin, il y a quand même une différence assez prégnante de la perception du risque, surtout que certaines de vos maisons, sur leur balance sheet, ont des long-term equity, où ils considèrent que les actions, c'est des perpétuels et ils en ont depuis 20-30 ans. Donc il y a cette notion qui existe souvent sur la partie balance sheet, mais pourquoi ne pas l'apporter voilà, aux clients finaux. Bon, c'est des questions, je pense qu'il y a une partie d'innovation qui peut être intéressante à s'inspirer d'autres pays de qu'est-ce qu'on peut faire sur la partie liquidation, voire avant. Voilà. Bon, ça c'est exactement la même idée. Voilà. Donc bon, moi c'était pour compléter sur la partie actif, de souligner quand même qu'on a un monde qui est assez compliqué. C'est intéressant quand même d'aller creuser à l'intérieur pour comprendre quelles sont les grandes tendances, parce qu'au-delà des risques, il y a quand même des tendances globales
Hier, j'étais avec des grands assureurs allemands qui ont 10-15% d'investissement dans les pays émergents sur leur balance sheet ou dans leurs produits de retraite, etc. Parce qu'ils disent clairement toute la croissance, elle est dans les pays émergents. Et ils y sont tous. Voilà. Donc il y a quand même comme ça des tendances qui sont des fois... Voilà, il faut venir se poser ces questions-là, d'éducation, qui peuvent être assez simples. Les gens qui ont vu la croissance en France depuis 20, 30 ans, 40 ans, peuvent se dire, ce qui s'est passé là, il y a plein de pays dans le monde qui vont en profiter, donc c'est logique d'aller, par exemple, sur des fonds émergents asiatiques où il y a ce développement qui se font. Il y a tout ce type d'éducation. Voilà. Merci Ghislain. Donc on arrive au terme de la présentation. Donc en fait... si vous avez des réactions, des questions, on est bien sûr à votre disposition pour échanger. Oui. J'ai une question. Excusez-moi. C'est pour le streaming. Ça marche. Plus pour avoir votre avis sur la phase de liquidation. Le succès de la loi Pacte, pour moi, il est lié à la sortie en capital, notamment. Je pense que ça a beaucoup participé, en plus de la déduction fiscale. Nous, ce qu'on constate à l'EMA-CSF, c'est que la sortie en capital unique, ça ne fonctionne pas. C'est la sortie en capital fractionné. Et la loi Pacte ne dit pas grand-chose sur la sortie en capital fractionné. On voit qu'il y a des sorties en capital fractionné programmées. On voit qu'il y a des assureurs qui ont pris ont transformé leur PER en fait en contrat d'assurance vie où l'assuré peut retirer comme il veut. Et voilà, donc je voulais savoir si vous aviez un avis un peu sur ce capital fractionné, en fait, qui pour nous, en tout cas, est un élément clé à la vente même du PER. En fait, c'est vrai que la sortie en capital, c'est un des éléments importants. Pour autant, le législateur a quand même maintenu la sortie en rente sur le compartiment, sur le C3, qui a toujours été comme ça. Enfin, en gros, c'est le successeur de l'article 83. Une fois qu'on a dit ça, ils ont quand même, le législateur a remonté le niveau. Vous savez, c'est pas du capital, c'est de l'arrérage unique. C'est-à-dire que jusqu'à la loi Pacte, on sortait en rente, pour faire simple, avec un capital d'ordre de 10 000 euros. Aujourd'hui, c'est quasiment le triple. En fait, il faut que la rente, pour une rente jusqu'à 1 200 euros, voilà, on peut sortir en capital, on peut sortir en arrérage unique. C'est vrai que nous, les sorties fractionnées, honnêtement, j'en vois pas beaucoup. Dans mon cabinet, pour une raison qui est simple, je pense qu'on va y venir. On va y venir, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la convergence entre l'épargne salariale et l'épargne retraite. Le fait que les salariés aujourd'hui puissent investir de la participation, de l'intéressement et même la monétisation des jours de CET dans un plan épargne retraite, fait que le capital, le niveau de l'épargne sera supérieur et permettra à des salariés de faire des arbitrages entre sortir d'un coup ou sortir de manière fractionnée. Jusqu'à la loi Pacte, les montants de l'épargne en moyenne étaient assez faibles finalement. En fait, en moyenne chez nous, quand on regardait, quand je dis chez nous, c'est l'étude qu'on avait faite sur les 10 plus gros acteurs de la place en termes d'assurance, la moyenne c'était 6 500 euros. Voilà, donc en 6 500 euros, généralement, les salariés préfèrent tout avoir d'un coup. Donc du coup, ça avait moins de pertinence de sortir de manière fractionnée. Peut-être qu'on va le voir, cette tendance. Mais, parce qu'en fait, on travaille avec des libéraux. Oui, c'est un peu différent encore. C'est du Madelin. Voilà, c'est un marché un peu différent parce que l'enveloppe fiscale est un petit peu plus importante. Ce qui fait que, à mon avis, c'est des phénomènes qu'on voit plus chez les libéraux que pour le reste. Que du capital fractionné. Oui, honnêtement, sur le reste, on ne le voit pas encore. C'est un point de vue d'imposition, en fait. Bien sûr, évidemment. Évidemment. Petite question plutôt côté actif. Vous avez parlé d'investissements plutôt sur les marchés émergents. Est-ce qu'il y a des investissements qui sont plutôt justement sur la thématique climat, on va dire en Allemagne, en Angleterre? Est-ce que ça monte ou pas? Alors, sur la thématique climat, ça monte. Naturellement, ça monte parce que tout le monde en parle. Je vois plutôt des directeurs d'investissement à qui le COMEX a dit cette année, tu investis dans un fonds biodiversité. Voilà. Où on a le plus de demandes et où j'accompagne le plus d'assureurs, c'est de la décarbonisation de balance sheet pour unité de compte. C'est-à-dire
le responsable ALM au directeur d'investissement, voilà, il y a ses dirigeants qui leur disent écoute, pour 2030, tu réduis de 25, 30, 40, 50%. Et il est un peu embêté pour le faire. Parce que il me dit bon, moi, j'ai un tiers, j'en connais quelques-uns comme ça qui m'ont dit j'ai un tiers de mon bonus qui est lié à des KPI ESG. Donc si quelqu'un peut m'aider à les atteindre, je veux bien le faire. Alors, je vous montrerai des exemples, mais qui sont assez radicaux. Et derrière, il y en a un qui me dit j'ai réussi à réduire de 20%. J'ai un anglais. Et comment tu as fait? Il me dit j'ai changé d'indice. Je suis passé à un indice simplement en mettant sur ma balance sheet, mon actif général, le carbone était divisé de 20%. Voilà. Bon. Il y en a un autre après qui m'a dit bon, j'ai enlevé, il avait 25 milliards d'actions sur un assez gros 25 milliards d'actions. Il me dit j'ai enlevé 1 milliard. Il dit j'ai enlevé toutes les cimenteries, les mines, les trucs, etc. Et là j'ai réduit de 25%. Mais voilà, il me reste 25% à faire pour 2030. Donc il y a des approches de désinvestissement comme ça, mais qui finalement sont à rebours de ce que veut la régulation, parce que l'EIOPA dit aux assureurs, quel que soit ce que vous faisiez derrière, de la balance sheet, de la retraite, d'unité de compte, il faut engager les compagnies. Mais il y a très peu d'assureurs, même les plus gros. Je travaille pas mal avec Allianz à Munich, même eux ont peu de personnes pour aller engager les corporates. Ils délèguent, ils demandent à leurs gestionnaires d'actifs, c'est quelque chose qu'on nous demande souvent, d'aller engager pour eux les corporates, parce qu'ils veulent montrer ça dans leur reporting, mais en pratique c'est super compliqué à faire. Voilà, quand vous avez même 1% d'une grande boîte, qui sait qui va écouter quand vous avez 1%? Enfin, on est dans une approche un peu, je ne sais pas quel terminologie utiliser, un peu biblique, où on nous demande d'aller changer les boîtes, etc. Donc il y a la décarbonisation, où beaucoup ça intervient. Il y a sur les différentes thématiques, donc par exemple à partir d'août, vous savez qu'il y a IDD qui rentre en force avec l'intégration ESG, je ne sais pas si ça vous parle. C'est-à-dire à partir de... Alors là, c'est surtout les produits, que ce soit aussi bien retraite, unité de compte, etc. Il va falloir poser des questions à vos clients finaux. Est-ce que vous voulez un minimum de taxonomie, d'investissement durable? La fameuse liste, la DPAI, hyper compliquée. Puis il faut traduire ça en vocabulaire quand un client comprend. Déjà, nous, on ne comprend pas alors, quand on est censé comprendre. Et à partir de ça, je pense que ça va avoir un effet, effectivement, de diriger peut-être les flux. Voilà. Donc, l'impact que je vois... Surtout, c'est qu'il y a des assureurs, par exemple, qui créent des nouveaux actifs généraux super verts. C'est-à-dire, bon, ils se disent, mon actif général, alors qu'il fasse 500 millions ou 20 milliards, c'est super compliqué à transformer. Vous avez des obligations, vous avez tout un truc, vous ne bougez pas comme ça. Donc, ils préfèrent construire des nouveaux actifs généraux. J'ai des exemples comme ça d'Allemands qui m'ont demandé ça, de faire un nouvel actif général, on dira article 9, un truc super impact, etc., pour ne pas avoir de problème. Il faut savoir qu'en Allemagne, il y a eu la BaFin, le régulateur allemand sur les assureurs et les gestionnaires d'actifs, fait du contrôle. Vous verrez qu'il y a un gestionnaire d'actifs qui s'appelle DWS, qui était le directeur, la gestion d'actifs de la Deutsche Bank, qui s'est pris en contrôle de 50 sur tout ce qui était greenwashing. En gros, on leur dit bon, le ESG out. Donc voilà, je pense que peut-être la CPR va faire ça aussi, puisque c'est la CPR quand même qui a écrit la réglementation européenne de la SFDR. C'est l'équipe ESG de la CPR qui a drivé à l'EIOPA, j'étais dans leur groupe de travail, toute la réglementation qu'on a là. Donc s'ils l'ont fait en Allemagne, à mon avis, ils vont le faire en France. Donc il y a une tendance aussi à faire des propositions pour les clients finaux qui sont simples. Soit vous présentez des fonds thématiques, solutions climat, biodiversité, enfin vous avez certainement vu ça, tout est des trucs très clairs. Il y a un autre assureur qui m'a dit, moi je ne veux pas prendre la responsabilité de la pollution de mes produits. Donc ils disent, je vais mettre la quantité de pollution de chacun des produits et je vais dire au client, voilà, combien de pollution vous voulez, je vous donnerai votre espérance de gain. Voilà, vous ne voulez pas de pollution, voilà, ben ça, vous choisissez ces fonds-là, ben votre espérance de gain, je ne sais pas, c'est 3%. Et si vous mettez ça pollue plus, ça fera 5-6% pour que les gens se rendent compte. Parce qu'ils nous disent, entre les gens qui nous disent qu'ils ne veulent pas que ça pollue, mais il faut que ça fasse les mêmes rendements, les gens ne voient pas le lien. Voilà. Comme l'assureur, je vous disais tout à l'heure, qui la dernière a enlevé 1 milliard, et il se dit, mince, j'ai perdu 3% de rendement par rapport au portefeuille où j'aurais eu ce milliard-là, parce qu'à l'intérieur, c'était que des pétrolières qui, à cause de la crise dernièrement, ont toutes cartonné. Enfin, Total a fait plus 50%, si vous suivez les actions, en 8 mois. Voilà. Et donc, il y en a qui ont fait ça avec leurs clients finaux, ils se disent, ils juste la jouent budget carbone. On se dit, moi, en plus, en tant qu'assureur, comme ça, je ne prends même pas le risque, et je monte ça aux clients. C'est pareil, il y en a un autre qui a fait la même chose sur le gender equality, parce qu'il disait, on avait plein d'organisations féministes qui venaient de voir en disant, dans les actions, dans les entreprises, il n'y a pas 50% de femmes au board, etc. Ils ont fait la même chose, ils ont fait, voilà, on prend 100 actions en Europe, et voilà, et les gens choisissent leur curseur.
de pourcentage de femmes au board, et qu'est-ce que ça donne comme port? Bon, il dit c'est pas notre faute si il n'y a que 35% de femmes à la direction. Et sur plein de critères, ils ont eu une approche très pragmatique en disant client, choisissez votre curseur, bah voilà ce qui reste. Et voici votre espérance de gain en prenant, vous savez, tous les PRIPS scénarios qu'il y a qui donnent l'espérance de gain. Comme ça, ils disent, hop, on utilise PRIPS, etc. C'est le client qui choisit. Voilà un petit peu des pratiques. Moi, je parle beaucoup. Mais... J'ai dit ça juste pour compléter là-dessus, du point de vue des clients, ce qu'on a vu là, notamment les boîtes du CAC 40, pour celles qui ont les moyens de mettre en place des fonds dédiés, c'est des trajectoires. C'est-à-dire qu'en gros, je suis en train de travailler avec un client là, actuellement qui nous a demandé de l'aider à monter des fonds dédiés avec 15% par exemple de bas carbone. Donc l'objectif, c'est de se dire, on veut y arriver au bout de 20-25 ans, commençons à 15% et laissons les conseils de surveillance piloter la montée en puissance au fur et à mesure. Mais ça, évidemment, il faut avoir un minimum d'encours pour arriver à mettre en place des fonds dédiés. Donc en gros, c'est l'entreprise qui propose avec ses conseils ces solutions à l'assureur, à l'assureur ou à son teneur de compte. Donc en fait, il y a cette tendance-là également, juste pour ajouter. Juste pour compléter, les sondages dans tous les pays montrent qu'aux personnes, quand vous leur posez des questions sur le rendement de leur retraite et le climat, c'est le rendement de retraite qui prime. Hein. Voilà. Il y a 1%. Voilà, les Allemands m'ont amusé hier parce qu'ils appellent ça the bobo, parce qu'ils ont compris à Paris, il y a les bobos. Ils nous ont dit bobo. Voilà, en gros, il faut avoir déjà suffisamment de moyens pour se poser cette question, quoi. Ok, je vois qu'on a un petit peu débordé, mais enfin, s'il y a une dernière question, elle est bien évidemment la bienvenue. Bon, c'est plus de la timidité. Bon, il nous reste à vous remercier pour votre patience et puis pour votre écoute. Et puis, rendez-vous peut-être l'année prochaine. On l'espère en tout cas.